à la bonne gestion des opérations qui s'effectuent dans l'agglomération, donc tant à la ville-centre que dans les arrondissements. Le surplus global de la Ville de Montréal, c'est en effet réparti entre un surplus de 59,9 millions de dollars qui est généré par le Conseil d'agglomération. Et quant au surplus local, donc de 191 millions de dollars, c'est séparé en 72,6 millions pour les 19 arrondissements et 118,4 millions de dollars pour les services centraux. L'excédent budgétaire, ça s'explique aussi par une activité économique qui est favorable, un marché immobilier qui est robuste, et ça a produit des revenus supplémentaires de 94,6 millions de dollars en droits de mutation immobilière et 26,3 millions de dollars en revenus de licence et de permis. À la Ville de Montréal, les investissements en immobilisation, eux aussi, sont en augmentation. Et le réel atteint donc 1,8 milliard de dollars. Et on part pourtant de loin dans ce domaine-là. Vous le savez, au cours des dernières années, la Ville de Montréal a doublé les investissements réels dans son PTI. Et c'était principalement pour combler le déficit d'entretien des réseaux d'eau et des réseaux de voirie. Mais vous le savez également, on se rapproche de la capacité maximale de réalisation, tant du point de vue du marché que de celui vraiment interne, donc de la ville. Puis on doit aussi garder un ratio d'endettement stable pour conserver la qualité des codes de crédit de la ville auprès des agences de notation, c'est important. C'est pourquoi, comme on l'avait annoncé lors du budget 2020, là, celui qui a cours, on entend donc stabiliser le niveau d'investissement en immobilisation au cours des prochaines années, tout en offrant, et ça c'est super important, tout en offrant des services complets aux citoyens. Vous le savez, je vous apprends rien, les investissements qu'on fait, ça reflète nos priorités, celles que notre administration a dévoilées. On se souvient, la mairesse en a parlé, et en parle abondamment. L'ensemble des membres du comité exécutif et de notre administration y reviennent souvent. C'est bien sûr le développement économique, la mobilité, l'habitation et, c'est un incontournable, la transition écologique. Alors, vous allez voir une nouveauté cette année. Comme le font Vancouver et Toronto, on publie dans le rapport financier un volet complet sur l'information financière qui est relative au changement climatique. C'est une première au Québec, et on en est vraiment très fiers. Parce qu'on le sait, les changements climatiques, ça engendre déjà des conséquences importantes sur les activités opérationnelles de la ville, sur les coûts financiers, les coûts sociaux, puis les conséquences de ça, ça va ne faire que s'amplifier au fur et à mesure qu'on avance. Vous savez, selon les experts, $1 investi aujourd'hui dans des mesures d'atténuation, mais ça permet d'économiser au moins $6 en dommages futurs. C'est vraiment un bon placement. D'où l'importance de présenter de l'information financière qui est liée au changement climatique, de l'information qui soit fiable, de l'information qui soit claire et comparable, puis utile aux décideurs publics. J'ai parlé de la crise un peu plus tôt. On se le dit là, ce qu'on vit en ce moment, ça va peut-être ouvrir les yeux de plusieurs sur la nécessité d'une mobilisation collective. Mais pour nous, c'était déjà clair. Et c'est ce que montre d'ailleurs le rapport et les rapports qui vous sont présentés aujourd'hui. On transforme nos façons de faire pour augmenter notre résilience face aux enjeux environnementaux, aux enjeux sanitaires, aux enjeux économiques. On intensifie nos efforts pour soutenir une offre résidentielle qui soit diversifiée, qui soit saine, qui soit abordable. C'est important. On développe également des projets structurants qui favorisent la mobilité durable. Puis finalement, on soutient, on accompagne les entreprises et les commerces montréalais tout au long de l'année, mais encore plus en ce moment, avec toutes les mesures qu'on a annoncées, puis les mesures qui vont l'être encore cet après-midi par la mairesse, parce qu'on veut s'assurer de la prospérité de la métropole, de bien la positionner sur l'échiquier mondial dans des secteurs à haut potentiel, ce qui sera plus que nécessaire, donc plus que jamais, pour un retour rapide vers ce qu'on appelle la vie normale. Vous savez également, on mobilise tout le monde en ce sens-là, les élus, bien sûr, mais aussi tout le personnel de la Ville de Montréal, les Montréalaises, les Montréalais aussi, là, on le sait. Alors,
tout le monde s'implique jusque dans les choix budgétaires par des consultations également publiques. On a des cibles ambitieuses, c'est vrai. Puis comme à Montréal, on a déjà commencé à nous réinventer, à miser sur l'innovation et la créativité pour répondre aux enjeux que les métropoles connaissent partout dans le monde. On se donne les moyens, en fait, pour continuer à bâtir une ville qui soit à échelle humaine, comme le montrent plusieurs réalisations qui ressortent de ce rapport. Vous allez le voir là, dans le document reddition de comptes par service. C'est très éclairant. Au moment où on se parle, c'est impossible de mesurer précisément l'ampleur de la crise sanitaire mondiale qui est sans précédent là, sur notre métropole aussi. Toutefois, je tiens à vous le dire, notre administration est bien consciente que ça aura un lourd impact économique au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Mais je suis fier que grâce à une saine gestion des finances publiques des dernières années, puis qui continue en ce moment même, on est en mesure d'agir promptement. Je pense que les gens l'ont constaté, l'ont vu, pour atténuer les effets d'une pause imprévue et avoir les fondamentaux en place pour une relance rapide. Alors, c'est important de travailler sur ces deux fronts-là. Les résultats financiers que vous avez sous les yeux, qu'on présente aujourd'hui à l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises, ça va nous permettre de poursuivre le projet collectif auquel on a convié l'ensemble de la population et de faire face aux défis budgétaires qui nous attendent en raison même de la situation actuelle. Alors là-dessus, je vous remercie de votre attention. Je vais dire quelques mots en anglais, bien sûr. And now a few words in English. So even though today's situation is a bit unusual, it is with great pride that I present you the 2019 Annual Financial and Accountability Reports. This is the first full budget decided by our administration. With an overall budget surplus of $250.9 million, we are in a good position to handle the serious economic challenges resulting from the current pandemic. The overall surplus is divided between a surplus of $59.9 million generated by the Agglomeration Council and a surplus of $191 million generated by the City Council, including $72.6 million for the boroughs and $118.4 million for central services. The budgetary surplus is also due to favorable economic activity and a robust real estate market. This generated additional revenues of $94.6 million in duties on real estate transfers and $26.3 million in revenues from licenses and permits. Also, for the first time, we have published a section on financial information relating to climate change. This is a first for a city in Quebec. We are changing the way we do business to increase our resilience facing environmental issues, to improve mobility, and to diversify our economy while supporting a diversified, healthy, and affordable residential market. As we speak, it's impossible to precisely measure the extent of this unprecedented global health crisis hitting our metropolis. However, our administration is well aware that it will have a heavy economic impact in the coming weeks and even months. I am proud that, thanks to our sound management of public finances over the past few years, we have been able to act quickly to lessen the effects of an unexpected pause and to have the fundamentals in place for a rapid recovery. The fiscal results we are presenting to you today will allow us to continue this collective project and to meet the fiscal challenges we face in this current situation. Thank you, everybody. Merci beaucoup, M. Dorette. Donc, on va passer à la période de questions. Les questions en français en premier. Je vous rappelle, pour les journalistes présents sur la ligne, que vous pouvez m'envoyer une demande de question via un message texte. On va débuter avec Mme Kathleen Lévesque de La Presse. Madame Lévesque, c'est à vous. Bonjour, monsieur Dorette. Alors, bien sûr, dans le contexte actuel de la COVID,
vous soulignez que Montréal sera en mesure d'agir promptement, mais est-ce que tout de même, il faudra, à partir de ces états financiers-là, modifier profondément le budget de la Ville de Montréal et apporter des ajustements pour être certain de pouvoir traverser la crise actuelle et être en mesure, je reprends vos termes, d'agir promptement? Oui, tout à fait. Moi, je me félicite vraiment que les dernières années, on ait bien géré, qu'on ait généré des surplus importants. Vous le savez, ça a été le cas là, de surplus de la première année où on avait les surplus de l'administration précédente et les nôtres. Ensuite, les surplus de l'année 2018. Et là, on a les surplus de 2019. C'est les plus hauts jamais enregistrés en 11 ans. 251 millions de dollars, là, c'est vraiment les plus hauts surplus qui ont été générés. Et ça, ça nous met dans une bonne position en ce moment, là. Donc, la gestion des dernières années, avec des affectations de surplus qu'on a mis de côté pour un certain nombre de choses en gestion, et avec les choix budgétaires qu'on fait actuellement aussi avec ces affectations de surplus, là, sur le 251 millions de dollars, il y en aura une partie qui va bien sûr aller à la gestion de la présente crise. Donc, les finances de la Ville de Montréal sont bonnes pour faire face à ce qui est là. Puis on travaille sur deux fronts. Bien sûr, on veut une relance économique qui soit assez rapide, en tout cas le plus rapide qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment au quotidien avec le gouvernement du Québec. Il y a des discussions également avec le gouvernement fédéral. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une reprise économique avec des entrées de fonds importantes des paliers supérieurs, donc nos partenaires, pour que l'économie se remette en marche. Ça va aider la Ville de Montréal. Mais en même temps, du même coup, oui, on revoit le budget actuel, donc les différentes prévisions de revenus, les prévisions de dépenses. On travaille là-dessus. À quelqu'un qui me dirait, ça chiffre à combien actuellement la pandémie? C'est quoi vos pronostics, là? Il est encore trop tôt pour mettre des chiffres, mais on a l'ampleur de ça, puis c'est important. On se le cache pas, là, il y a un impact important. Alors, on s'attend à ce que le gouvernement du Québec prenne une partie des dépenses. Ça, c'est sûr, comme dans n'importe quelle crise. C'est le cas quand on le voit dans les inondations. Donc, on fait des dépenses et le gouvernement du Québec va de l'avant. Donc, on s'attend à la même chose. Mais en même temps, en ce moment, on fait aussi une analyse de la situation des revenus et des dépenses et on travaille à différents scénarios. Donc, mais oui, en ce moment, on revoit, parce qu'un budget, c'est ça, hein, c'est une estimation des entrées de fonds puis des sorties de fonds. Donc, il faut les revoir parce qu'on a des dépenses, mais également parce qu'il y a des revenus qui ne seront pas au rendez-vous. Si je peux me permettre, M. Doré, je reviens sur vos dernières affirmations. Quand vous dites, bien sûr qu'on va on revoit le budget actuellement, et on s'appuie, donc on s'attend à ce que le gouvernement du Québec puisse financer une partie des dépenses qui sont liées à la COVID. Alors, vous vous attendez, de un, à combien venant du gouvernement, et de deux, de quel ordre exactement, parce que là, pour l'instant, j'imagine, on peut parler d'un ordre de grandeur et non pas de chiffre exact, là, à moins que vous me disiez le contraire, mais de quel ordre seront les compressions que les Montréalais devront s'attendre, auxquelles devront s'attendre les Montréalais, pardon. S'il y a une chose que je tiens à faire aujourd'hui, c'est de rassurer les Montréalais et les Montréalaises qu'on comprend la situation dans laquelle ils sont. Hein. C'est difficile pour beaucoup de gens. Il y a plusieurs Montréalais, Montréalaises qui ont perdu leur emploi, soit momentanément, ou soit malheureusement, il y a peut-être des entreprises qui vont fermer. Alors, on sent, là, tout le monde fait un effort, les institutions financières, le gouvernement, les différentes entreprises, pour pallier à ça. Donc, bien sûr, là, ça, c'est un principe qu'on tient. C'est de s'assurer là qu'on comprend très bien que pour les Montréalais, les Montréalaises, les services doivent être maintenus. Ça, c'est d'une part. Puis deux, on comprend très bien la situation financière dans laquelle les Montréalais et les Montréalaises sont. Alors, c'est ça qui va nous guider
dans tout ce qu'on est en... C'est ce qui nous guide et c'est ce qui va continuer à nous guider dans toutes les mesures qu'on met en place et pour lesquelles on est en analyse ou en négociation avec le gouvernement du Québec. On poursuit avec M. Goudreau du Journal Métro. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Très bien. J'aurais une question, c'est un lien indirect, je dirais, concernant les finances de la STM. Il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout quand on regarde dans d'autres villes comme Vancouver, ils ont dû faire des coupures majeures de services. Comment est-ce que vous envisagez de gérer les finances de la STM dans les prochains mois, dans le sens que ça va être des pertes de revenus quand même majeures pour la STM avec la baisse d'achalandage qu'on a vue? Comment on compte gérer ça? On est en lien, de la même manière qu'on est en lien à chaque jour avec les autorités gouvernementales, on est en lien avec la STM à chaque jour. Et bien sûr, on travaille avec l'ARTM parce qu'on sait maintenant que tout passe par l'ARTM et ça revient. Donc, autant les prévisions de revenus que les prévisions de dépenses. Là. Donc, chaque OPTC, chaque société de transport transmet ça. Et puis, il y a des codes-parts pour la ville. Donc, on travaille avec la STM et l'ARTM sur les prévisions de revenus, mais effectivement, comme c'est le cas à Toronto, comme c'est le cas à Vancouver, ben, les revenus tels que prévus, tels que budgétés, ne seront pas là. Alors, ça c'est d'une part, donc, on est en train d'évaluer ça et nécessairement l'impact sur le budget. Mais il y a une chose qui est claire, là. Il y a une marque de commerce de notre administration, c'est de favoriser les transports en commun. Alors, c'est sûr et certain que ce qu'on va vouloir faire, c'est de maintenir un service de qualité. On fera pas d'économie là-dessus. On va donner un bon service, bien sûr en lien avec ce qui est demandé par le gouvernement du Québec puis qui est évolutif là. Donc, mais c'est sûr et certain qu'on va donner un excellent service, que les autobus, que le matériel roulant va pouvoir y aller, que ça va être réparé, que tout va bien fonctionner. Je pense que c'est le transport en commun a toujours sa raison d'être, encore plus en ce moment. Alors, on fera pas d'économie là-dessus. Puis oui, on est en train de revoir les prévisions de revenus avec l'ARTM. D'ailleurs, toutes les villes de l'agglomération là, sont en train de revoir leurs prévisions là-dessus. Très bien. Question pour mon collègue Henri au transport avec le retour de Bixi aujourd'hui. Ce serait quoi les améliorations à faire à Bixi compte tenu de la situation actuelle? Puis, est-ce que vous voyez certaines bonifications à apporter au service de Bixi? Ben, je pense que Bixi, là, on a fait toutes les différentes annonces. Il y a des investissements prévus autant au PTI qu'au budget de fonctionnement pour financer Bixi. Alors, en ce moment, là, c'est un choix important. Les gens avaient hâte de pouvoir prendre Bixi pour faire des déplacements essentiels, pas pour aller se promener. C'est pas pour se promener Bixi, là. C'est pour le fun, c'est vraiment pour des transports essentiels, des gens qui veulent pas prendre leur voiture pour toutes sortes de raisons, notamment écologiques. Et d'ailleurs, donc, c'est pour ça que Bixi, c'est essentiel. C'est pour ça aussi que Bixi augmente aussi la fréquence de tous les nettoyages. Puis il y a des consignes également données aux utilisateurs là, sur l'application. C'est mentionné. D'ailleurs, des publicités déjà qui sont apparues un peu partout à Montréal pour rappeler des règles d'hygiène. Donc, pour Bixi, là, c'est un essentiel en ce moment. Allez, si je peux me permettre une dernière petite question pour revenir au rapport financier. Oui, on va poursuivre les questions. Si on a le temps, on va avoir une deuxième ronde de questions. Merci. On poursuit avec M. Cambon-Boulet du Journal de Montréal. Bonjour. Alors, peut-être première question, là, vous avez parlé justement là, du fait que vous allez devoir ajuster le budget. On voit encore que les droits de mutation immobilière sont quand même ce qui permet à la ville de dégager un surplus important. En ce moment, le marché immobilier est au point mort. Qu'est-ce que vous anticipez par rapport à ça? Puis également là, aux revenus qui viennent de tout le secteur de la construction, là, vous en parliez là, des permis, tout ça, là, qui contribue au surplus. Est-ce que vous anticipez que peut-être l'an prochain, en 2020, ce soit difficile de dégager un surplus?
Ben, je veux pas anticiper les résultats du présent budget. Là. Vous comprenez qu'en ce moment, il y a juste 3 mois et demi de fait dans ce budget-là. Donc, c'est trop tôt pour anticiper. Bien sûr, on regarde l'évolution budgétaire. Là, on suit ça à chaque mois. C'est pour ça qu'on travaille sur 2 fronts, je le mentionnais tout à l'heure, à la fois sur un plan de relance, parce qu'il faut justement relancer l'économie. C'est une bonne chose que le gouvernement du Québec ait annoncé que la semaine prochaine, donc lundi prochain, l'industrie de la construction résidentielle va reprendre. Donc ça, c'est bon pour l'économie, puis c'est bon aussi pour les Montréalais, Montréalaises qui étaient en attente là, de leurs unités résidentielles. Il y en a beaucoup qui vont céder leur logement, ils s'en vont dans leur unité résidentielle, et puis ça va faire en sorte là, que pour les locataires, c'est une bonne nouvelle. Donc pour nous, la reprise économique est importante. Puis comme je répondais à Mme Lévesque tout à l'heure, on revoit bien sûr les prévisions de revenus, des permis de construction, puis des droits de mutation. Alors, on suit les prévisions également des institutions financières. Il y a Desjardins qui s'est exprimé, la Banque nationale également du Canada qui s'est exprimé, la Banque nationale, sur des prévisions économiques. On les regarde. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une baisse des revenus par rapport à ce qu'on avait budgété, mais on sait qu'il y a toujours une marge positive entre ce qui est budgété de façon prudente, puis comment se comporte le marché. Donc, c'est sûr que les prévisions vont être revues, mais on a toujours une marge de manœuvre positive là-dedans parce qu'on fait une appréciation prudente des revenus. Et puis, on compte sur la révision de ce qu'on est en train de faire en ce moment dans différentes contingences et la relance économique. Puis, peut-être, deuxième question, vous avez parlé là, du taux de réalisation là, en immobilisation qui était très près de la capacité. On voit qu'il y a deux secteurs là, pour lesquels on a même dépassé ce qui était budgété, là, les grands parcs puis les technologies de l'information. Est-ce que qu'est-ce qui fait là que vous avez dû dépasser ce qui était prévu là dans ces secteurs-là cette année, l'an dernier en fait? Ben, en fait, lorsqu'on regarde pour les technologies de l'information, ça a été du décalage dans le temps. Alors, c'est ce qui fait là que par rapport aux prévisions, on a dû aller de l'avant. Donc, c'est pas dû à la présente crise sur le télétravail ou quoi que ce soit. C'est vraiment des chantiers qui ont bien avancé. Sur les grands parcs, ben on se souviendra qu'au moment où on a fait les prévisions, donc pour les grands parcs, on n'avait pas conclu, on n'était même pas sur le point de conclure des ententes qui ont mené, dans le fond, aux transactions sur les grands parcs dans l'Ouest. Alors, c'est ce qui explique là qu'on a décaissé davantage que prévu, parce qu'on a réussi à s'entendre rapidement et à faire les avancées sur le parc de l'Ouest. Merci. Merci. On poursuit avec M. Benoît Chapdelaine de Radio-Canada. Oui, bonjour M. Doré. Oui, bonjour M. Chapdelaine. Une question sur les taxes. C'est encore bientôt pour décider pour l'année prochaine, mais quand même, il y a des gens qui vont se demander, est-ce que vous allez modifier votre politique? Est-ce que ça va toujours être pas plus haut que l'inflation? Ou vous envisagez peut-être même une baisse de taxes pour les Montréalais l'année prochaine? Ben oui, effectivement, vous le dites, c'est un peu trop tôt pour annoncer quoi que ce soit, mais je réitère là que on a pris un engagement sérieux qui était une hausse des taxes pas plus haute que l'inflation. Donc ça se maintient. Puis, je répète ce que j'ai mentionné tout à l'heure comme principe vraiment super important pour notre administration. Là, c'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est de notre compréhension, vraiment notre empathie à la situation que vivent les Montréalais et les Montréalaises. Plusieurs vivaient des situations tout à fait correctes, avaient un niveau de vie bien correct. Et là, malheureusement, ils se retrouvent dans la précarité, certains temporaires, certains où ça sera peut-être un peu plus long. Donc, on le comprend très bien et c'est ça en ce moment qui nous guide, c'est ça qui va nous guider dans les prochaines actions qu'on va faire.
Mais est-ce qu'il faut comprendre qu'il pourrait y avoir des réductions de taxes pour une plus grande partie des citoyens, pas pour tout le monde? Mais en ce moment, Monsieur Chapdelaine, j'aimerais bien ça avoir une boule de cristal pour voir combien l'ensemble de la crise va nous coûter, et je le sais pas. Alors, c'est pour ça que je veux pas me lancer dans toutes sortes d'hypothèses là, ou de scénarios de toutes sortes, mais je vous rappelle, c'est presque un principe sacro-saint, là, c'est la compréhension puis l'empathie qu'on a pour les gens en ce moment qui vivent une situation économique qu'on n'a jamais vue, là. C'est d'une ampleur jamais vue. Alors, on est une administration responsable, on comprend ça, et on va tout faire pour maintenir les services, la bonne qualité des services, respecter la capacité de payer des gens, ça, je peux vous le garantir. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec Mme Jeanne Corriveau, du Devoir. Oui, bonjour, M. Doré. J'avais une question concernant, vous dites que c'est pas possible de faire des prévisions concernant le coût là, de l'impact là, de la COVID. Mais par contre, est-ce qu'il est possible de savoir combien jusqu'à maintenant a coûté la COVID pour la Ville de Montréal? Quelles dépenses ont été engagées? Oui, c'est tout à fait possible. Jusqu'à maintenant, on a dépensé 4 millions de dollars dans ce qui est public, là, dans les documents publics, et on va déposer aussi d'autres rapports. Donc, on sait que c'est le CCMU, là, le Comité de coordination des mesures d'urgence, désolé, on parle toujours en acronyme, qui est habilité à le faire. Bien sûr, c'est parce que le conseil d'agglomération lui a donné les pouvoirs. Donc, en ce moment, effectivement, dans les différentes dépenses, on a dépensé 4 millions de dollars. Il y a des dépenses également pour la crise des inondations. On va faire état de ça au conseil municipal, donc l'ensemble des dépenses. Mais minimalement, là, en ce moment, on est rendu à 4 millions de dépenses en matériel de toutes sortes, des gants, des masques, du Purel, différentes installations. Là, on en a pour 4 millions en ce moment. Mais est-ce qu'on ne doit pas inclure les programmes pour les entreprises, notamment? Ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est sûr et certain là, que moi je parlais en fait de dépenses, la crise actuelle, ça va être plus que des dépenses. Hein. Ça va être des dépenses, ça va être du temps supplémentaire également pour les policiers, le CIM. Donc tout ça, ça va être bien sûr comptabilisé. Ça va être un impact là, réel. Les mesures aussi qu'on a annoncées, le report d'un mois sur les liquidités de la ville, ça c'est important, c'est un effort de 2 milliards. On a annoncé également, puis ça a été voté par le comité exécutif ce matin, le report des différentes quotes-parts des villes liées. Alors ça aussi, c'est un impact, là, c'est 212 millions de dollars qu'on décale dans le temps. Alors c'est sûr que ça a un impact aussi. Les mesures qu'on a annoncées qui sont donc par la Ville de Montréal, directement par nous, par nos fonds en développement économique. Donc la mairesse les a résumés d'ailleurs hier à son allocution virtuelle à la Chambre de commerce. Et il y aura bien sûr l'annonce du 40 millions de dollars là, donc cet après-midi, là, la mairesse fait une annonce donc de ventilation, comment ça va se faire, les critères, etc. Donc ça aussi, au final, pour la Ville de Montréal, ça aura un coût. Donc l'ensemble de tout ça, bien sûr, c'est colligé, puis on est en lien avec le gouvernement du Québec pour faire valoir ces différents coûts-là. Vous n'avez pas un montant, par contre, global, pour l'instant? Non, parce que en ce moment, il est évolutif. Mais on va rendre ces chiffres-là publics, ne vous inquiétez absolument pas. OK, merci. Bienvenue. Pour l'instant, je n'ai personne d'autre sur l'ordre de parole en français. On va passer en anglais. Maren Scott de The Gazette. Canada was expecting 1.6 growth this year. Now we're looking at the economy possibly shrinking by 6%. Does the city face the risk of bankruptcy? What cutbacks are planned and how are you preparing for a sudden drop in revenues? Oui, merci beaucoup, Madame Scott, d'avoir envoyé votre question par courriel à mon collègue Youssef. Absolument pas. Donc, les finances de la Ville de Montréal, je le disais un peu plus tôt là en français,
les finances de la Ville de Montréal sont saines, ça va bien. On a dégagé pendant plusieurs années, en fait, les 3 dernières années, la Ville de Montréal a dégagé des surplus, dus en partie par l'administration précédente et nous-mêmes, et on a des surplus cumulés importants. Donc ça nous place dans une très bonne situation financière, et on frôle absolument pas là, la banqueroute ou la faillite, là, comme vous le mentionnez. Donc on revoit vraiment nos différentes prévisions en ce moment pour faire face à la crise, et on va s'assurer de livrer les services essentiels en même temps qu'on revoit les prévisions et en même temps qu'on travaille à une relance économique. Ça va être vraiment très, très important. Deuxième question de Mme Scott. How will the recession affect the administration's promise to create 12,000 social housing units by next year? En ce moment, on prévoit pas aucun impact sur la livraison des 12 000 logements sociaux. Donc, par l'administration, on est prêt à décaisser. Les projets sont sur la table. Bien sûr, l'impact réel, ça peut être dans ceux qui sont en construction en ce moment. Donc, ceux qui sont en construction, il peut y avoir un décalage dans le temps de quelques mois. Si c'était prévu en novembre, peut-être que ça sera livré un petit peu plus tard au printemps. Mais pour tout le reste, tout ce qui est sur la table à dessin en ce moment, ça continue parce que les gens font du télétravail à la ville, puis les firmes d'architectes, l'ensemble des gens qui designent tout ça sont encore en train de travailler là. Eux aussi, différemment d'avant. Donc, pour les 12 000 logements sociaux et abordables, on garde le cap, ça c'est sûr et certain. Une dernière question de Mme Scott. What is the city doing to help small businesses unable to pay their tax bills or even their rent? Je pense que on a dévoilé les différentes mesures d'aide. On va voir également aujourd'hui les modalités qui vont être données par la mairesse de Montréal. Donc, c'était un travail qui a été fait de concert avec le gouvernement du Québec, qu'on remercie d'ailleurs. Les gens dans les différents ministères avec lesquels on travaille sont formidables. On voit que tout le monde est orienté vers de l'aide et de l'aide durable. Donc, en ce moment, il y a eu le report des taxes, ça aide beaucoup. Le report également des baux pour nos propres locataires. Donc, il y en a plusieurs qui sont locataires en ce moment. Alors, on le reporte dans le temps. Et il y a le programme de cet après-midi là, qui va aussi être là pour les petits commerces, les PME. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui mettrait fin à cette conférence de presse. Je vous remercie beaucoup et ne manquez pas la conférence de presse de la mairesse à 15h cet après-midi. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne journée.